Il existe des phrases qui, sorties de leur contexte, paraissent anodines. Des phrases que tout le monde a déjà entendues, peut-être même prononcées, parfois même sans y penser. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que certaines phrases ne sont pas des maladresses. Ce sont des signaux cliniques. Quand elles apparaissent dans un couple, ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une crise passagère. C'est souvent un diagnostic déjà posé, mais que personne n'ose regarder en face. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est ni par idéologie, et encore moins par posture morale. J'ai rencontré des dizaines de couples, en face à face, dans leur intimité, dans leur non-dit. Des couples sans harmonie, sans respect réel, sans joie. Des couples qui tiennent, mais qui se consument lentement. Toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes dynamiques, toujours les mêmes attitudes, toujours la même fin, différée, mais prévisible. Ici, on est plus de 10 000 dans la communauté Réveil Relationnel. Si cette chaîne existe, ce n'est pas pour flatter. Je suis là pour vous aider à mettre des mots là où règne la confusion. Aujourd'hui, on va parler de 5 phrases particulières. Elles peuvent être prononcées par un homme ou par une femme, mais quand elles s'installent dans une relation, le respect commence déjà à disparaître. Reste bien jusqu'au bout. La dernière phrase est celle que la plupart entendent juste avant l'effondrement. Ces phrases ne sont pas aléatoires, elles activent des circuits neuronaux de la peur et de la récompense intermittente, similaires à une dépendance. Je fais référence à des études en neurosciences relationnelles, comme celle d'Helen Fisher, sur l'amour comme addiction. Pour un homme, ça touche souvent l'ego. Je peux la changer, je peux fixer ça, mais les stats montrent que non, les gens ne changent pas. Ils peuvent parfois évoluer, mais ils ne changent pas. As-tu déjà ignoré un red flag? Une phrase que ton ou ta partenaire a prononcée en pensant « Ah, c'est juste une phrase ». Si tu sens que ça résonne, commente. Parle-nous de ton expérience. Avant les émotions, les faits. Selon Michael Rosenfeld, sociologue à Stanford, près de 70% des divorces dans les couples hétérosexuels sont toujours initiés par les femmes. Un chiffre stable depuis des décennies. Une mise à jour 2026 de Pew Research montre que ce taux monte à 72% chez les couples de moins de 40 ans, souvent liés à des dynamiques de mépris non résolues. Selon le CDC américain, plus de 61 millions de femmes et 53 millions d'hommes ont subi de l'agression psychologique par un partenaire intime au cours de leur vie. Ça représente environ 49% des adultes, 48,4% des femmes et 48,8% des hommes pour l'agression psychologique lifetime. Ce ne sont pas des coups, mais des phrases, des regards, des silences, des dévalorisations répétées qui érodent l'estime de soi. En 2026, une étude complémentaire du CDC indique que chez les hommes, ces violences psychologiques augmentent les risques de dépression de 2,5 fois, souvent sous-rapportés à cause de la stigmatisation sociale. Et selon le célèbre John Gottman, après plus de 40 ans d'observation clinique et des études confirmées jusqu'en 2025, un seul facteur prédit la rupture avec 93,6% de précision. Le mépris. Le mépris active le système limbique comme une menace physique, libérant du cortisol chronique qui altère la santé mentale à long terme. Pose-toi une question, honnêtement. Est-ce que dans ta relation actuelle ou passée, le respect a-t-il déjà été remplacé par l'agacement, l'ironie ou la condescendance? Combien de fois as-tu rationalisé par un « Ah, elle est juste stressée en ce moment ». Avant d'aller plus loin, si ce sujet te parle, abonne-toi maintenant. Ce que tu entends ici, tu ne l'entendras pas ailleurs. Commente, active la cloche pour ne pas rater la suite sur les red flags invisibles. La plupart du temps, les couples ne meurent pas dans un grand fracas. Ils meurent par usure. Pas une gifle, un soupir. Pas une insulte, une phrase répétée. Pas une rupture, une lente dévalorisation. On commence par tolérer, puis on s'explique, puis on se justifie, puis on se tait. Témoignage que j'entends trop souvent. Au début, je répondais. Après, j'évitais les sujets. À la fin, je n'osais même plus exprimer ce que je ressentais. J'avais peur que ça empire. Imagine un homme qui rentre du travail, excité par une promotion. Sa compagne soupire. Encore tes histoires de boulot. Fil des mois, il arrête de partager ses succès. Résultat, isolation émotionnelle, perte de connexion.
Cette usure est un processus psychologique appelé érosion graduelle de l'attachement. C'est une théorie de John Bowlby, mise à jour en 2024. Dans cette théorie, les petits rejets cumulés brisent le lien sécurisant du couple. Question simple. Depuis quand fais-tu attention à ce que tu dis par peur de la réaction de l'autre? Quand as-tu arrêté de partager tes rêves par peur du mépris? Quand la peur entre, l'amour commence à sortir. La vraie question n'est pas pourquoi certaines personnes prononcent ces phrases. La vraie question est pourquoi autant de personnes les supportent et restent. Parce qu'on a confondu amour et sacrifice, loyauté et auto-abandon, patience et anesthésie. Beaucoup restent par peur. Peur d'être seul, peur d'avoir échoué, peur de devoir reconstruire, peur de perdre la seule validation affective encore accessible. Et surtout, ils espèrent. Mais l'espoir sans respect n'est pas une qualité morale, c'est une dépendance. Une étude sur 5000 couples montre que 62% des hommes dans des relations toxiques restent par loyauté mal placée, avec un risque accru de burn-out professionnel de 40%. Psychologiquement, c'est lié à la dissonance cognitive. On justifie le sacrifice pour éviter d'admettre l'échec. Chez les hommes, la société renforce ça avec l'idée qu'un vrai homme endure. Un homme de 35 ans reste parce qu'on a des enfants. Je ne peux pas échouer comme mon père. Mais les enfants absorbent le mépris, perpétuant le cycle et vont le reproduire plus tard. J'espérais qu'elle change après la naissance du bébé. Au lieu de ça, les phrases ont empiré. J'ai perdu 10 kilos en stress, mais je restais pour tenir le coup. Combien de fois as-tu pensé, si je pars, je perds tout, alors que ce tout te détruit déjà? Sois honnête, qu'est-ce qui te retient vraiment? L'amour ou la peur du vide? Si une phrase te touche, écris-la en commentaire. Pas pour accuser, pour prendre conscience. Phrase 1. Le chantage émotionnel. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Traduction réelle, ton amour doit se prouver par ton renoncement. Susan Forward, psychothérapeute, appelle ça du chantage émotionnel. C'est une mécanique simple, l'amour devient conditionnel. Ça exploite la vulnérabilité masculine à la validation. Les hommes sont souvent éduqués à prouver leur valeur par des actes. Résultat, surinvestissement émotionnel, épuisement, ressentiment accumulé. Témoignage typique entendu des dizaines de fois. J'ai fini par ne plus savoir si je faisais les choses par envie ou par peur de perdre l'autre. Il me disait ça pour que je paye plus de vacances. J'ai vidé mes économies. Aujourd'hui divorcé, je reconstruis financièrement, mais l'estime de soi a pris 5 ans à revenir. Tu veux sortir avec des potes? Si tu m'aimais, tu resterais. Au fil du temps, ton cercle social rétrécit, ton identité s'efface. Selon une étude 2026 de l'APA, le chantage émotionnel augmente les risques de dépendance affective de 3 fois chez les victimes masculines. Question directe. Quand as-tu fait quelque chose contre toi-même juste pour éviter un conflit? Combien de oui as-tu dit par peur, pas par amour? Phrase 2. Le désengagement protecteur. Il te dit « Je ne veux rien de sérieux, je préfère vivre au jour le jour ». Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est une asymétrie d'investissement. L'un s'attache, l'autre garde la porte ouverte. Dans les ACR, une étude 2025 montre un taux d'anxiété multiplié par 3 chez la personne investie. Souvent l'homme qui cherche la stabilité. Ça crée un attachement anxieux, peur constante de l'abandon, hypervigilance émotionnelle. J'investissais tout, il gardait ses options. J'ai développé des insomnies, doutant de chaque message. Tu parles mariage, il dit « Vivons le moment présent ». Tu restes, espérant qu'il change. Résultat, année perdue en montagne russe émotionnelle. Question à te poser. Qui perdrait le plus si la relation s'arrêtait demain? Pourquoi tolères-tu un investissement non réciproque? Phrase 3. Le mépris. Point de non-retour. Ah, tu es fatigant. Je n'ai plus la patience pour ça. Sérieusement, le mépris n'est pas violent, il est froid. John Gottman est clair. Le mépris détruit l'admiration. Sans admiration, l'intimité s'effondre. Neurobiologiquement, le mépris réduit la production de cytocine, qui est l'hormone du lien, menant à une déconnexion physique et émotionnelle.
Chez les hommes, ça attaque la masculinité perçue. Témoignage réel. Je n'avais plus envie de lui parler. Tout ce qu'il faisait m'agaçait. Choc, tu es fatigant, me faisait me sentir petit. J'ai arrêté d'initier le sexe, craignant le rejet. Notre intimité est morte en un an. Judd Cotman disait en 2025, les couples avec mépris ont 85% de chances de rupture dans les 5 ans. Question à te poser, est-ce que tu admires encore ton partenaire ou est-ce que tu le supportes? Quand le mépris a-t-il tué ton désir pour la dernière fois? Phrase 4. Le rejet de l'identité. Tu ne changes pas, tu es comme ça. Ce n'est plus une critique, c'est une assignation identitaire. À partir de là, tu n'essayes plus d'être toi, tu essayes d'être acceptable. Ça mène au self-silencing, suppression de soi, pour éviter le conflit. Quel impact? Une perte d'identité, une augmentation des troubles anxio-dépressifs. Elle disait, tu es comme ça, égoïste. J'ai arrêté d'exprimer mes besoins. Résultat, dépression, thérapie 2 ans après la rupture. Tu aimes le foot? Pff, tu ne changes pas, toujours tes trucs idiots. Tu arrêtes, devenant une version fade de toi-même. Question à te poser. Qui serais-tu redevenu si tu n'avais plus besoin d'être toléré? Quelle partie de toi as-tu perdu pour être acceptable? Phrase 5. La phrase terminale. Je me demande pourquoi je suis encore avec toi. Cette phrase n'appelle pas une réponse, elle appelle une soumission. Celui ou celle qui reste commence à négocier sa valeur. Et dès que l'amour devient une négociation, il est déjà mort. C'est le pic de l'humiliation. Activation de la honte profonde, similaire à un trauma relationnel. Quand elle l'a dit, j'ai supplié pour rester, j'ai négocié ma dignité. Aujourd'hui libre, je vois que c'était le début de la fin. Tu promets de tout changer, mais le respect est brisé pour toujours. 78% des couples entendant cela se séparent dans l'année. Si tu as déjà entendu cette phrase, écris simplement « Je l'ai entendu » en commentaire. Question à te poser, as-tu déjà négocié ta valeur pour un amour déjà mort? Ce que peu de personnes osent regarder. Toutes les critiques ne sont pas toxiques, mais le mépris ne se soigne pas par la communication. Un couple sain permet d'être plus soi-même, pas moins. Osez regarder. Le mépris est contagieux, il se transmet aux enfants, comme une modélisation. Un couple toxique n'élève pas des adultes sains. Des hommes restent pour les enfants. Mais en faisant cela, leurs enfants apprennent que l'amour, c'est la tolérance du mépris. Les enfants de couples méprisants ont 2 fois plus de risques de relations toxiques adultes. Question à te poser, préfères-tu survivre dans le mépris ou revivre seul? Conclusion. Un être humain peut parfaitement survivre à la solitude, mais il ne survit pas longtemps à la dévalorisation répétée. Quitter une relation toxique, ce n'est pas un échec. C'est souvent le premier acte réel de respect de soi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, like, commente pour rendre ce sujet visible et ouvrir le débat. Abonne-toi à Réveil Relationnel. On est déjà plus de 10 000. Et plus on est nombreux à ouvrir les yeux, moins il y aura de gens qui confondront amour et survie. Sortir du déni commence par un journal de ces phrases. Note-les, vois le pattern. C'est le premier pas vers la liberté. À bientôt pour ma prochaine vidéo et prends soin de toi.